Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François-Xavier Chauchat, le chef économiste de Dorval Asset Management. Bonjour. Bonjour. Alors, on a eu cette nuit, voilà les résultats de ces fameux midterms. Donald Trump a donc perdu dans la Chambre des représentants, mais les Républicains gardent la main haute au Sénat, qui consolide d'ailleurs aussi cette majorité. Donald Trump est poussé à une forme de cohabitation. Ce n'est pas la première fois, c'est même un classique sur des échéances à mi-mandat. Ça va vraiment lui compliquer la tâche pour gouverner ? On ne sait pas trop, mais on se retrouve dans une configuration qu'on connaît. C'est, comme vous disiez, c'est très classique aux États-Unis d'avoir ça. Qui ne les empêche pas de se faire réélire pour un second mandat 2 ans après. Et cette configuration est plutôt rassurante parce que, au fond, le sujet de fond pour les marchés financiers, c'est à quel point la montée du populisme peut affecter l'ordre économique et financier mondial. C'est ça, au fond, le sujet de fond. Et Trump, de ce point de vue-là, a quand même énormément secoué le cocotier cette année avec la guerre commerciale, les sanctions financières. Et donc, est-ce qu'on est proche du pic de ces tensions ? C'est pareil en Italie, le Brexit, tout ce contexte-là. On va voir, ouais. Ou au contraire, est-ce qu'on va continuer et même empirer les choses ? Là, le fait d'avoir une cohabitation aux États-Unis va plutôt dans le sens, en tout cas, d'une certaine... on contient un petit peu ce populisme, il y a des résistances au populisme, y compris électoral, et donc à la marge, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et puis c'est pas un désaveu, pardon, pas de politique ici, mais c'est pas un désaveu pour Trump, encore une fois, même s'il perd sa Chambre des représentants au Sénat, il est renforcé. Oui, on sait que c'est un homme politique qui est très populaire chez les Républicains, ça ne changera pas, mais encore une fois, la question c'est quelles sont les contraintes qui s'exercent sur les populistes. Et est-ce que, en particulier dans un contexte où depuis le mois d'octobre, Wall Street est quand même beaucoup moins fringante, est-ce qu'il n'y a pas là aussi des contraintes sur l'administration américaine ? Faut-il maintenant plus tenir compte des effets de sa politique sur le reste du monde ? Ouais. Et ça veut dire qu'il aura pu, encore une fois, en termes de politique économique, Donald Trump, les mains libres comme ça pour baisser les impôts s'il le veut, pour couper dans les prestations sociales. Il ne pourra plus aujourd'hui ? Il pourra moins, mais de toute façon, l'économie américaine n'a pas besoin... Et les marchés financiers n'ont pas besoin d'une économie américaine encore plus forte. Ils ont même il a promis des baisses d'impôts hein, pour la middle class quand même. Oui, donc ça n'aura pas lieu. Mais l'économie américaine aujourd'hui est plutôt en danger de surchauffe. Donc n'importe quelle nouvelle qui irait plutôt dans le sens d'un arrêt du stimulus budgétaire est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés parce que c'est plutôt la crainte de la surchauffe qui domine aujourd'hui. Il n'y a pas que ce risque de paralysie, encore une fois, à Washington, où on se dit, verre d'eau à moitié vide, à moitié plein, ça devrait pousser républicains, démocrates à s'entendre, notamment sur le budget. Le statu quo et la paralysie, c'est plutôt ce que les marchés veulent. Les marchés préfèrent ? Pourquoi est-ce que les marchés préfèrent ? Parce que, je vous dis, l'activisme de Trump, aujourd'hui, maintenant que l'économie américaine est en bonne forme et qu'elle est menacée de surchauffe, n'importe quoi qui viendrait accroître encore la pression haussière sur l'économie américaine serait une mauvaise nouvelle, ça ferait monter encore davantage les taux d'intérêt. Ouais, on va en parler. Voilà. Et puis après, la question beaucoup plus importante que le mi-terme encore, c'est de savoir ce qui va se passer à la fin du mois au cours du sommet de la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump sur le commerce mondial. Ouais, on va en parler du commerce mondial. On continue sur ces élections. Oui. Sur le budget, il y aura une âpre bataille, une rude bataille entre républicains et démocrates, avec en toile de fond le shutdown. On risque de revivre un épisode encore il y aura, agité. Sans doute. À mon avis, la principale bataille, ça va plutôt être quel bâton les démocrates vont mettre dans les roues de Donald Trump au niveau de la politique intérieure, de son attitude par rapport aux femmes, à l'immigration. Nancy Pelosi aujourd'hui qui est maintenant la chef de file, encore une fois, des démocrates à la Chambre des représentants. Là, puisqu'on parle marché, à mon avis, ce n'est pas ça qui domine pour le marché. Ce qui domine pour les marchés financiers, sont vraiment les risques associés à la politique de Trump sur lequel il a la main et qui est la politique commerciale. Je pense que il aura toujours la main sur la politique commerciale, même avec une Chambre des représentants qui bascule. Sauf que par exemple, le traité de l'ALENA bis qui a été conçu, eh bien, devra être ratifié par le Sénat et la Chambre des représentants. Et là, ce n'est pas absolument évident que ça va passer. Ouais. Donc ce que je retiens, François-Xavier Chauchat, c'est qu'un Congrès qui est divisé, encore une fois, Congrès, Chambre des représentants et Sénat, c'est plutôt bon pour les marchés. Plutôt bon. Historiquement ou en l'espèce parce qu'il y a Trump et que ça va permettre d'arrondir un peu les angles. Et c'est ça, tout à fait. C'est tout simplement. Les deux en général. Oui. Bon.
Ben justement, tiens, les marchés, il faut en parler parce qu'on a eu ce mois d'octobre. Alors on a lu octobre rouge, octobre noir, mais c'est vrai que c'est violent quand même. On a eu moins 9 sur le Nasdaq, moins 7 sur le CAC 40, quasiment autant sur le Standard & Poor's 500. Vous allez me dire, parce que vous êtes un optimiste contrarié, ou je ne sais pas d'ailleurs, mais c'est un trou d'air passager. Je suis sûr que vous allez me dire que c'est un trou d'air passager. D'autres vont dire que c'est le signe avant-coureur. On a déjà un avertissement au mois de février, avertissement sans frais, c'est ça encore là? Vous ne devriez pas être sûr de ce que je veux dire. Je commence à le connaître un peu à la longue. Non, je pense que c'est plutôt la fin d'un long cycle de de-rating, de déclassement quelque part des actions, c'est-à-dire de baisse des PER, qui a commencé au mois de mars avec la guerre commerciale, essentiellement sur les émergents. Ensuite, ça s'est poursuivi avec la crise italienne en Europe à partir du mois de mai. Et là, ça arrive au mois d'octobre. Il y a quand même une certaine logique à ce qui s'est passé au mois d'octobre. Qu'est-ce qui a baissé en bourse? Ce sont les valeurs qui avaient le plus résisté, qui avaient même monté jusque-là, le Nasdaq, les valeurs de luxe en Europe. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une absence de logique à voir la bonne tenue de ces valeurs, en particulier ce qu'on appelle les valeurs de croissance, alors que le monde émergent était en train de s'écrouler, en bourse en tout cas, et que l'Europe commençait à patiner. Les valeurs internationales, multinationales, elles sont extrêmement investies, par exemple, sur la classe moyenne émergente. Il fallait donc que cet écart de valorisation entre les valeurs dites de croissance, les grandes multinationales qui bénéficient de la mondialisation, de la classe moyenne émergente, il fallait bien qu'elles rejoignent le groupe des anxieux. Et donc c'est un trou d'air passager, vous écoutez? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une logique finale. On a perdu à peu près 4 points de PER cette année dans les bourses mondiales. C'est assez sensible. Donc, par exemple, sur le CAC 40, on était quoi? On était à 16, on est passé à 12, c'est ça? Un truc comme ça? Je n'ai pas les chiffres en tête. Non, on a perdu, alors je ne sais pas pour le CAC 40, mais si vous regardez la médiane des actions au niveau mondial, on est passé de 18 à 14. Voilà. Et la moyenne historique des PER, ratio c'est autour de 15, par action, autour de 15, 14, 15. Et on est passé de 19 à? On est passé de 18 à 14. Donc on est revenu à la moyenne historique. On est à peu près à la moyenne historique. Pour moi, c'est une normalisation. Je pense que c'est justifié. C'est justifié par un cycle des profits qui est très mûr. C'est justifié par une normalisation des politiques monétaires et puis par les risques politiques dont on a parlé. Donc aujourd'hui, s'il doit y avoir une fenêtre d'opportunité pour les marchés pour remonter, ça va être plutôt sur ce qui a le plus souffert avant octobre, c'est-à-dire les émergents, les financières italiennes, tout ce qui est lié au risque politique. S'il n'y a pas d'amélioration, et c'est ça le point principal que je voudrais faire ici, s'il n'y a pas d'amélioration ou d'apaisement des risques politiques, même le Nasdaq, tout ça ne remontera pas. Aujourd'hui, tout est recorrélé. C'est-à-dire que l'exceptionnalisme... Les risques politiques, géopolitiques, ils étaient là aussi avant, oui, même oui, il y a une forme de paroxysme aujourd'hui dans certains dossiers, exactement. Mais ça n'a pas empêché les marchés à surmonter. Il y avait une divergence. Non, il y avait une divergence depuis le mois de mars entre les marchés américains, et surtout Nasdaq, et les valeurs de croissance. Les valeurs de luxe en Europe, par exemple. Il y avait une divergence entre ces grandes multinationales et les États-Unis, et puis le reste. Et bien cette divergence... Le reste du monde. Le reste de la côte. Et bien cette divergence nous paraissait totalement insoutenable, et c'est comme ça que nous interprétons la baisse du mois d'octobre, c'est une normalisation. Donc c'est sain, quelque part c'est ça, parce qu'on retrouve un niveau de valorisation normal. C'est pas exceptionnellement favorable, c'est normal. Et maintenant, mais le dire de manière encore plus simple, encore une fois, les gens se disent, voilà, encore une fois, est-ce que c'est une simple correction, on va dire, voilà, dans un marché qui reste haussier, ou est-ce que c'est le signe de la fin de ce long marché haussier qui est là depuis 9 ans? C'est parce que vous regardez le S&P 500 et le Nasdaq, les marchés sont en baisse depuis le mois de mars. Après, il y a eu l'exceptionnalisme américain et l'exceptionnalisme des valeurs de croissance qui ont monté et qui ont fait penser que le bull market était toujours là. Non, non, non. On avait déjà énormément d'actions qui baissaient depuis le mois de mars. Et finalement, le Nasdaq et les valeurs de croissance ont rejoint. Donc il y a une normalisation, la fin de la divergence. Et aujourd'hui, tout me semble recorrélé. Donc vous écoutez, on dit la chose simplement, on n'est pas entré dans un marché baissier, ou parce que vous me dites depuis le mois de mars, ça baisse? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un bear market depuis le mois de mars. Donc on est entré en bear market. Qui est là depuis le mois de mars et qui se termine, et je pense qu'il se termine en ce moment, avec la baisse des valeurs de croissance du Nasdaq qui avait bien résisté jusque-là. Donc maintenant, il y a une espèce de reset, si vous voulez. On se retrouve à des niveaux de valorisation qui sont normaux, cohérents. Pour progresser, ce ne sera pas automatique. L'élastique n'est pas tendu vers le haut. Pour progresser, il faut des bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, elles peuvent être apportées essentiellement
par un apaisement des tensions politiques. Tensions commerciales. Pour l'instant, on ne voit rien. Pour l'instant, on ne voit rien. Entre la Chine et les États-Unis, pour l'instant. Il y a eu un coup de téléphone. Ouais. Entre... Oui. Ouais. On se raccroche à ce qu'on peut. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé par rapport au début de l'année à ce que nous, on appelle une asymétrie négative à une asymétrie positive. Je m'explique. L'asymétrie négative, c'est quand les gens sont optimistes, c'était le cas au début de l'année, et que du coup, les bonnes nouvelles n'ont pas d'impact et les mauvaises ont un gros impact. Parce que vous ne pouvez être que déçus, si vous voulez. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement noirs. Ils ne pensent pas que les États-Unis et la Chine vont faire un accord. Ils sont très inquiets sur l'Italie. Le Brexit, on n'y comprend rien. Donc il y a une vision. En même temps, il y a de quoi c'est leur à juste titre. C'est exactement à juste titre. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que je dis les valorisations reflètent ces angoisses, la maturité du cycle, la hausse des taux d'intérêt. C'est justifié. Donc pour monter aujourd'hui, c'est pour ça que la hausse ne sera pas automatique. Pour monter, il faut qu'au moins à la marge, il y ait des améliorations. Par exemple, s'il y a un cessez-le-feu, je ne dis pas il n'y aura pas un accord entre les États-Unis et la Chine sur tous les sujets. Mais s'il y a déjà un cessez-le-feu, c'est-à-dire on arrête d'augmenter la pression sur la Chine, je pense qu'il peut y avoir une belle hausse des marchés. Donc il faut attendre janvier. Parce que c'est à la fin du mois. Là. À la fameuse rencontre entre... La fameuse rencontre. Il y a aussi l'Italie, où les choses se jouent en novembre, parce qu'il faudra que l'Italie et l'Union européenne s'organise. Pourquoi ça se joue en novembre, non? Parce qu'il faut que l'Italie rende, en tout cas, un certain nombre de... Voilà, on a compris ce qu'elle allait rendre comme copie. La copie, elle ne va pas beaucoup bouger. Oui, mais le langage peut changer. Et le langage peut changer s'il y a une pression sur les taux d'intérêt italiens à 10 ans qu'on ne voit pas vraiment pour l'instant. On la voit depuis le mois de mai. Oui, elle est là. Depuis le mois de mai, on la voit, mais on est toujours sur du 10 ans italien à 3,30. On dit que le gouvernement italien ne bougera pas tant que le 10 ans italien ne sera pas au moins 4%. Alors, on n'y est pas là. Si c'est le cas, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais voilà, ça fait partie des risques, vous avez raison. Maintenant, je pense que le gouvernement italien a compris quand même que de toute façon, il va falloir qu'il rassure les marchés, je ne parle même pas de l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a le Brexit, où on voit bien que ce qui fait peur aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est un no deal, c'est-à-dire l'absence d'accord, qui plongerait, en tout cas qui augmenterait sensiblement les risques d'une récession en Angleterre l'année prochaine. Donc on voit que les populistes, que ce soit en Italie, avec cette question des taux d'intérêt, il faut que les taux d'intérêt rebaissent. Le Brexit, la crainte du no deal, eh bien, aux États-Unis aujourd'hui, c'est moins frappant, mais quand même, la baisse de Wall Street au mois d'octobre, ça vient dire à Trump et à l'administration américaine que Wall Street ne restera pas hors sol. Wall Street n'est pas étanche. Wall Street n'est pas étanche. Et ça veut dire pour moi que tout se recorrèle un peu à la question de l'apaisement politique ou pas. On peut faire différents pas. On attend des signaux. Simplement, le marché, la seule chose un peu positive à dire, c'est que le marché aujourd'hui est plutôt négatif. Donc, les primes de risque politiques sont très élevées sur les marchés. Donc elles peuvent se dégonfler à la moindre bonne nouvelle. Exactement. C'est ça. Si tant est qu'il y a une bonne nouvelle. Sachant que l'environnement... C'est ça la fenêtre de tir. Mais l'environnement macro, à l'échelle mondiale, il est quand même plus opaque, plus incertain qu'en début d'année. Vous avez vu, le PIB a ralenti en zone euro, plus 0,2. Ça patine aussi, ça ralentit aussi en Chine. Pour 6,5, vous me direz de croissance, mais au plus bas depuis 10 ans. Donc voilà, on se dit quand même qu'à court terme, les bourses vont rester fébriles. Fébriles, oui. Je ne pense pas que la croissance économique mondiale soit faible. Il y a un petit ralentissement en Chine, mais on sait que la Chine a les moyens à tout moment de stabiliser sa croissance. Elle n'a pas de contraintes extérieures, elle a un compte de capital fermé, elle n'est pas dépendante des flux étrangers, donc elle n'a pas de souci après. Aux États-Unis, comme je le disais, à mon avis, si l'économie ralentit un peu l'année prochaine, ce sera plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est la surchauffe qui est à craindre. Il faut expliquer ça pour le commun des mortels. Si l'économie américaine ralentit, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Moi j'ai compris, mais c'est juste pour quand même expliquer ça. Parce que les taux d'intérêt à ce moment-là seraient moins tendus. La Federal Reserve pourra arrêter sa hausse des taux. Oui, mais ça veut dire des profits qui monteront moins aux États-Unis. Oui, un petit peu, mais c'est l'équilibre entre... Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'équilibre entre les profits, la valorisation, l'équilibre mondial. Ce qu'il faudrait à l'économie mondiale en 2019, c'est une économie hors des États-Unis qui tienne bien, donc une Chine qui tient bien, une Europe qui tient bien, donc c'est-à-dire que la question italienne est gérée à peu près correctement. Ce qui rien ne le dit. Mais bon, c'est une possibilité. Et qu'aux États-Unis, au contraire, on ait un petit ralentissement. Parce qu'aujourd'hui, un ralentissement... Qu'on aura mécaniquement, parce que les effets, encore une fois, de la politique de Trump, ces effets sur la réforme fiscale, ça va s'estomper, dit-on, notamment sur les profits, au-delà du premier trimestre. Sauf s'il y a une relance des infrastructures, puisqu'apparemment les démocrates parlent d'une possibilité d'accord avec Trump. Il n'est pas contre là-dessus. Il y a eu un premier plan, mais qui n'était pas très bien doté.
aux États-Unis de plans de soutien à toutes les infrastructures qui sont souvent Mais bon, à la vétustes, fin, si on fait le bilan pour l'économie mondiale, puisque c'est ça dont vous parliez, eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'on était à 4% à peu près de croissance de l'économie mondiale. Un peu moins, 4. Non, 4 jusqu'au deuxième trimestre. Ah, pardon, oui. Et puis là, on est en train de ralentir, on est plutôt à 3,8 et on va aller peut-être vers 3,5 l'année prochaine. Oui, mais une croissance qui ralentit avec une inflation qui augmente, pardon, l'effet ciseau pour les marchés, il est terrifiant. Hein. Non, ce n'est pas un effet de ciseau terrifiant pour les marchés, mais ce n'est pas un contexte extraordinaire. C'est pas une bonne nouvelle non plus, on va euphémiser pour lui faire plaisir. C'est pas une bonne nouvelle, non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que là où il y a le plus de potentiel pour les marchés, c'est sur les valeurs qui ont le plus souffert des risques politiques. Parce que c'est là où le niveau de tension est très fort et c'est là où donc les populistes... les Valeo, je pense à Valeo, les constructeurs... C'est là où les populistes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sont en train de voir qu'ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, qu'il va falloir faire preuve de réalisme économique, y compris pour Trump. Par exemple, sur la guerre commerciale, comment fait Trump s'il voit qu'en augmentant encore la pression sur la Chine, en taxant tous les produits chinois, les 500 milliards... La moitié est taxée pour l'instant. Pour l'instant, la moitié est taxée. Si on passe à 500 milliards à 25%, eh bien, le consommateur américain va le sentir, les entreprises américaines vont le sentir, parce qu'énormément de produits importés sont des produits américains. Donc tout ça, et Wall Street va le sentir. Donc la question, c'est comment Trump gère un peu Wall Street, si vous voulez. Et la mauvaise nouvelle pour lui, c'est que depuis le mois d'octobre, Wall Street n'est plus en train de fêter Trump. Au contraire, elle est en train de s'inquiéter. Juste un chiffre. 43% des profits du S&P 500 sont faits hors des États-Unis. Donc vous ne pouvez pas avoir l'Amérique prend tout. Ça ne marche pas pour Wall Street. Ça marche chez moi, mais pas plus. Donc là, ces contraintes-là, Trump avec Wall Street, l'Italie avec ses taux longs, le Brexit avec la crainte du no deal, on rentre dans le dur. Et c'est ça, c'est là où il peut y avoir un espoir. Peut-être qu'il sera déçu, hein, je ne sais pas, mais un espoir parce que là, l'élastique est très tendu sur un certain nombre de valeurs, les cycliques, les financières, ou qui sont très très sensibles à ces questions politiques. Donc ça veut dire qu'un rebond, un hypothétique rebond, au-delà du rebond est possible, mais il faudrait qu'il y ait une éclaircie, que ça se détende sur l'un de ces dossiers géopolitiques. Exactement. C'est la géopolitique et la politique qui permettra au marché parce que c'est là où les primes de risque sont les plus élevées. Et maintenant, tout est recorrélé à ça. Bon ben voilà, c'est très intéressant comme à chaque fois avec François-Xavier Chauchat, donc le chef économiste de chez Dorval Asset Management, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.